Ok, c'est parti. Donc on va commencer avec un premier exemple. Pour ça, on va créer un code dans la fenêtre projet. Donc projet, j'ai les assets ici, je vais faire un clic droit, créer C# script. Je vais l'appeler exemple 1. Ok, et on double-clique pour ouvrir Visual Studio. Ok, on y est. Donc on va faire quelque chose de très simple. Dans le premier exemple, on ne va pas utiliser la méthode update. On va juste exécuter des choses dans le start et on va juste déclarer une seule variable. Donc la variable, ça va être une variable score. Donc je vais la déclarer comme ça, public int score. Et en faisant juste ça, ça déclare une variable donc publique de type entier et qui s'appelle score. Score, c'est son nom en fait. Ça permettra de l'appeler. Mise à jour, c'est pas le moment. Si je fais juste ça et que j'enregistre, CTRL S, je retourne sur Unity. Le script est ici, mais il n'y a pas moyen de l'exécuter en faisant play parce qu'il n'est pas dans la scène, sur un objet de la scène. Donc la scène elle est là, mais les objets de la scène sont dans la hiérarchie. Donc dans la hiérarchie, il faut que je crée un objet qui accueillera ce script-là. Donc je fais un clic droit dans la hiérarchie. Je vais créer un objet vide, createEmpty. Je vais l'appeler avec le même nom pour m'y retrouver, mais en fait on peut appeler ça comme on veut. Et je vais lui affecter le script du même nom avec un drag and drop comme ça. Vous pouvez aussi cliquer sur Add Component et aller chercher. Et là, du coup, ce script-là que j'ai déjà créé avant, on retrouve notre variable score et dans l'inspecteur, comme la variable est publique, on la voit et on voit qu'elle est à 0 par défaut, vu que j'ai rien fait pour mettre une valeur de départ. On va continuer à faire des allers-retours entre Unity d'une part et le script dans Visual Studio. Et on fera play quand il se passera quelque chose au play. Pour l'instant, dans le code, quand je fais play, il ne se passe rien en fait. Il va se passer quelque chose, par exemple, si je mets du code dans la méthode start, ce que je vais faire tout de suite. Donc dans start, je pourrais commencer par lui demander de m'écrire la valeur de score dans la console. Pour ça, on utilise la méthode de debugLog. On peut mettre score dedans et on finit toutes les instructions par point virgule. Et c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. J'ai enregistré CTRL S, je reviens dans Unity. Ici, ça n'a rien changé. Par contre, vous voyez, ça mouline un petit peu. Ça permet d'être sûr que Unity a pris compte du changement du script. Maintenant, si je lance Play, ici, il devrait se passer quelque chose. Là, ici, dans la console, je vois un retour, c'est écrit 0. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, vu que j'ai demandé d'afficher score. Juste la valeur de score, je n'ai pas demandé d'afficher une phrase pour l'instant. J'enlève le bouton Play, et je repasse sur Visual Studio. On va faire maintenant des petits calculs, on va voir un peu comment on peut utiliser une variable en fait. Donc là, pour l'instant, ma variable elle contient 0, mais je pourrais lui demander ensuite de lui affecter une autre valeur. Par exemple, si je fais score égal et que j'écris, allez, on va mettre 32 ce coup-ci, point virgule, la variable score va contenir maintenant 32. Score, si vous voulez, c'est un conteneur d'entier et on peut changer les valeurs qui sont dedans. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça que ça s'appelle une variable. La valeur peut varier. Une fois que j'ai fait ça, il va changer la valeur. Vu qu'elle est publique, je verrai la valeur changer dans l'inspecteur, mais pour cet exemple-là, je voudrais avoir des retours console systématiquement. Donc du coup, à chaque fois que je fais un changement sur score, je vais remettre la phrase debugLog score pour me l'afficher. Donc logiquement, là je dois avoir 0 puis 32. Alors j'enregistre, on va y aller, on va tester tout doucement. Donc vous voyez, ça mouline un peu. Et normalement, une fois qu'il a fini, si je fais play, voilà, il a mis à jour. Ah, ça devrait aller un peu plus vite normalement quand vous n'êtes pas en train d'enregistrer. Là, c'est le logiciel Ops qui consomme aussi. Je vais augmenter un peu. Ouais, 0 et 32. Donc ça c'est bien. Je me rends compte que ma fenêtre console, j'aimerais avoir un peu plus de place. Et je ne peux pas faire ça parce qu'il y a trop de choses au-dessus. Je vais la déplacer, je vais la mettre par exemple en dessous de la scène. Voilà. Ça, je vais le bouger comme ça. Voilà, là j'ai plus de place. Pour voir la console. De toute façon, dans Game et scène, on ne va pas les utiliser pour ce premier exercice. Hein. Il y a juste un objet dans la scène, mais il est vide, il n'y a aucun visuel, donc tous les retours seront dans la console. Je continue. On revient sur le code. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter une valeur à score. Par exemple, imaginons, on veut ajouter 25. Donc on peut faire score égale
la manière la plus... C'est pas la plus courte, mais bon. La plus naturelle, c'est de dire, bah, je prends score et j'ajoute 25. Hop. Et je vais mettre un commentaire. On ajoute 25 à score. Ça va marcher. Maintenant, on peut aussi utiliser des notations plus courtes que ça. Si vous voulez ajouter par exemple 10 à score, au lieu de mettre égal score plus 25, vous pouvez faire score plus égal 10. Et ça va marcher aussi. D'ailleurs, si je mets 25, ces deux lignes font exactement la même chose. Donc là, je vais mettre on ajoute 25 à score. En fait, cette notation-là, c'est juste une manière plus rapide d'écrire ça. Et ça sert à ça, c'est un raccourci pour écrire plus vite du code. Dans le même genre, si vous voulez ajouter seulement 1, vous avez une notation encore plus rapide. Pour ajouter 1, on parle d'incrémentation en programmation, on fait plus plus. Bon. Ah, il m'a mis quelque chose que je ne m'attendais pas. J'ai peut-être pas mis les deux slash pour faire le commentaire. On ajoute 1 à score. Alors, c'est bien tout ça, mais si je veux me rendre compte de ces modifications-là en faisant play dans Unity, il va falloir que je rajoute entre chaque ligne un retour console. Donc, on va juste copier ça. Ici, là, et ici. J'enregistre tout ça. Et on va aller voir ce qui se passe en faisant play. Normalement, si je ne me trompe pas, je devrais avoir d'abord 0, ensuite 32, ensuite, oula, compliqué ça, 57, ensuite 82 et 83. Allez, si je me suis trompé, c'est tant pis, c'est emballé dans la vidéo. Hop. On ne dira pas que je suis prof de maths. Je fais play. Et sauvé. 0, 32, 57, 82, 83. Alors là, vous voyez, il y a juste les valeurs numériques. J'ai pas fait de phrase en disant le score est égal à. On pourrait, en rajoutant du texte dans des backlogs, mais pour l'instant, ça me suffit. Pour ce premier exemple, d'ailleurs, on a fait une variable publique, initialisée à 0, on a fait des petits calculs, on a ajouté des choses, et c'est très bien pour commencer. Donc j'arrête là pour ce premier exemple. À bientôt pour le suivant. Alors, on va faire un deuxième exemple. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer, comme tout à l'heure, un script. On va l'appeler exemple 2. De la même manière que tout à l'heure, je vais créer un objet dans la hiérarchie vide. S'il veut bien. Voilà. Que je vais appeler exemple 2 aussi. Et c'est lui qui va récupérer le script là. Je vais le faire avec un hot component ce coup-ci. Donc je clique ici et je peux aller chercher un script. Et là, vous voyez les scripts que j'ai. Je peux mettre le 2. Voilà, ça c'est fait. Et quand on va faire start, il va exécuter en fait tous les scripts de qui sont accessibles. Et donc ce que je voudrais moi, quand je vais faire l'exemple 2 maintenant, je voudrais qu'il arrête de me mettre ces trucs-là. Donc le plus simple pour ça, l'exemple 2 ici, je vais le désactiver ici. Ce qui fait que, bon, si je veux, je peux le réactiver, il n'y a rien de supprimé. Mais au start, il affichera plus rien. Par exemple, là, si je fais start maintenant, comme je n'ai rien encore prévu dans le script de l'exemple 2, et que j'ai désactivé l'exemple 1, il n'affiche rien. Ça évitera d'avoir la confusion avec trop d'informations. Un exemple à la fois. Donc je me mets sur l'exemple 2, et maintenant, je vais double-cliquer ici pour accéder au code. Alors comme dans l'exemple d'avant, on va faire des choses très simples. Ce coup-ci, je ne vais toujours pas utiliser update. J'ai toujours pas envie de laisser ce commentaire, ce qui m'explique que c'est la fonction start. Et la petite différence par rapport au coup d'avant, on va ce coup-ci utiliser deux nombres et on va faire des calculs avec. Donc on va par exemple déclarer ça de la manière suivante, public, quoique, on va pas prendre la mauvaise habitude de tout mettre en public tout le temps, ce coup-ci on met private. Allez, private, entier int, et on va mettre num1 pour mon premier nombre. Alors ici vous pouvez soit faire comme ça et faire sur la ligne suivante la même chose pour en déclarer un autre. Et on aurait pu aussi, bon là je vais laisser comme ça, on aurait pu aussi mettre virgule num2, en mettre plusieurs dans la même ligne, ça marche aussi. Et je vais aussi utiliser un troisième entier qui va être un résultat du calcul. Typiquement on va ajouter les deux nombres, les soustraire, etc.
result, là on est pas mal. Alors du coup, comme ils sont tous en private, ça veut dire qu'il n'y a que la classe exercice 2 qui peut, exemple 2 qui peut y accéder. Ça, c'est pas un problème. Dans l'exemple 1, de toute façon, il n'y avait que cette classe-là qui y accédait. On l'avait mis en public, mais bon, il n'y a que cette classe qui y accédait. Par contre, par défaut, les variables private ne sont pas non plus accessibles depuis l'inspecteur. Ici, on ne les voit pas, en fait. Alors là, il faut qu'il mouline un peu. Oui, il ne se passe rien. Si, voilà, il a mouliné, mais on ne les voit pas. On peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut très bien, en gardant l'intérêt d'avoir des variables private, on peut très bien, avec le champ serialize field, s'arranger pour que les variables private soient accessibles. Alors si je le mets ici, je crois bien qu'il n'y a que num1 qui va être sérialisé, c'est-à-dire visible ici. Et j'ai cliqué trop vite, et oui, voilà, num1 il est sérialisé, on le voit ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ça, ce champ-là, devant les 3. Alors bien sûr, si au début, si vous mettez toujours public, c'est pas grave. Tant que vous, en fait, ça a une importance quand vous commencez à avoir des projets qui grossissent, en particulier quand vous avez plusieurs classes avec des variables qui s'appellent les unes les autres. Là, vu qu'on fait un exemple à la fois dans la même classe, ça ne va pas changer grand-chose. Mais du coup, je vous montre quand même différentes possibilités au passage. Donc là, j'ai 3 variables entières qui sont num1, num2 et result. C'est tout ce qu'il y a à comprendre de vraiment important. Et comme je ne les ai pas initialisés, par défaut, les entiers, c'est initialisé à 0. Avec ces 3 variables-là, je vais faire des petits calculs. Donc par exemple, on va faire comme calcul, d'abord on va donner des valeurs. Num1, je vais lui affecter en phase d'opération compliquée 3. Num2, on va 2 par exemple. Et ensuite, on va mettre result avec la somme des deux. Donc 2 plus, ça vous permet de voir les opérations en code. Bon là, l'opération addition en code, c'est juste plus simple. J'enregistre tout ça. Vu que j'ai tout mis en serialize, même si je ne fais pas de debug log, je devrais le voir dans l'inspecteur. On va tester ça tout de suite. Alors, j'ai fait une bêtise, il me dit, on va regarder l'erreur. Oui, alors là, c'est pas très grave. En fait, il me dit que j'ai signé, mais je m'en sers pas après. Parce qu'il s'assure que mes variables, elles me servent à quelque chose. Mais là, c'est pas grave. Par contre, si je fais play, on devrait voir les changements ici. Ok, 3, 2 et 5, le résultat, là, il apparaît ici. Dans la console, je n'ai rien, vu que j'ai pas fait de retour console avec debug log. Ce que je vais peut-être faire après. Mais pour l'instant, tout fonctionne comme prévu. Ok, j'arrête play. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme opération? On peut... alors là, je vais peut-être faire un debug log pour garder une mémoire. En fait, je vais laisser num1, num2 à 3 et 2. Et le résultat, result, je vais faire différentes opérations. Donc du coup, à chaque fois que je remplis result par une autre opération, ça écrase la valeur d'avant. Donc pour garder un souvenir, je vais le faire dans debug log. Donc là, debug log de result. Tac. Là, on est bon. Donc du coup, là, il m'affichera le 5. Maintenant, si result à la place de mettre 2 plus 3. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis 2 plus 3, mais j'aurais pu très bien mettre num1 plus num2. C'était un peu mon intention de départ, mais je crois que j'ai mis 2 et 3 sans trop y réfléchir. Donc là, ça fait la même chose en fait. Là, vu que num1 et num2, vous avez 3 et 2, la somme, là, ça fera encore 5. Maintenant, ce coup-ci, après ça, result, je vais lui affecter, disons, num1, on va faire moins num2, et on va en faire plusieurs à la suite comme ça. Et on va voir ce qui se passe à chaque fois avec un debug log. Tac. Et on va faire une multiplication et on va les tester tout de suite. Result égale num1. La multiplication, c'est ce symbole-là. Et voilà, donc presse-papier, j'ai encore le debug log. CTRL-S, j'enregistre tout ça. Normalement, je devrais avoir dans ma console 3 valeurs de result qui correspondent à addition, soustraction, multiplication. Mais je vais avoir juste les chiffres bruts, on va peut-être arranger un petit peu ça. On va quand même aller voir d'abord ce qui se passe. Dans iti, alors, pas de problème majeur, je fais play.
On a bien les valeurs ici qui 3 et 2. La dernière valeur c'est 6, c'était le produit je crois dernière, c'est-à-dire celle qui est ici. Là on a fait l'addition, la soustraction, tout fonctionne comme on veut. Je pourrais vous montrer une autre chose. Là j'ai choisi de l'affecter mes valeurs ici, je pourrais le faire dans l'inspecteur aussi. Et normalement ça écrase les valeurs qui sont là. Non, ça ne les écrasera pas. Ça les écrase si je les avais mises ici, mais dans le start, elles vont être écrasées après. Bon, on va laisser comme ça. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est voir ce qui se passe si je change ici la valeur. Par exemple, on va mettre une valeur plus grande, on va mettre 8. Refaire un coup, donc avec 3 et 8, voir qu'est-ce qui se passe. En particulier, je veux m'assurer que la soustraction, là, ça ne lui pose pas de problème d'avoir des nombres négatifs. Ok, ça a bien fonctionné. Donc 3 plus 8, il nous donne 11. 3 moins 8, il donne bien moins 5. C'est juste pour vous montrer que le type entier, contrairement aux maths où les entiers, c'est les entiers positifs, le entier, ça prend aussi des entiers négatifs. C'est des entiers relatifs, en fait. Et 24, c'était la multiplication. 3 fois 8. Ok. Maintenant, regardons ce qui se passe avec la division. Et là, normalement, il y a un petit piège. Si je fais result égale num1, alors diviser ces symboles-là, divisé par num2. Ok, on va quand même mettre un debug log, même si je suppose qu'il ne sera pas capable de le faire. Allons-y pour la division, j'ai enregistré. Allez, Unity, voilà. On va faire play, il ne me met pas de message d'erreur, mais quand je fais play, et il me met 0 ici, ce qui est un petit peu embêtant, parce que je ne sais pas si vous savez, mais 3 divisé par 8, ça ne fait pas 0. Le problème, c'est le type. Le problème, c'est que la result, il est en entier, int. Donc il ne peut pas mettre de nombre, une valeur décimale, une approximation, la division, etc. Donc ça, c'est pas terrible. C'est-à-dire, si vous voulez faire une division, result, en fait, il faudrait un autre type, et c'est l'occasion d'avoir autre chose que entier. On pourrait le mettre en float. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon result en entier, mais je vais mettre une autre variable que je vais essayer d'être homogène, donc que je sérialise comme ça. Une autre variable privée qui va être float, donc c'est des nombres à virgule en fait, chose près, que je vais appeler result 2. Et au lieu de demander de faire la division avec result, je vais demander de faire la division de result 2. Et je vais faire le debug log de result 2. Tac, tac. C'est enregistré, je repasse dans Unity. Il mouline un peu. Je fais play. Et je suis toujours à 0. Donc personne n'aura vu la pause dans la vidéo. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on est embêté parce qu'on a toujours 0 quand on fait la division des deux, même en mettant result 2 en float. Le souci, ça vient du fait que num1 et num2 étant des entiers, et ben, quand il fait la division, il se base là-dessus. Il se base que c'est une division en entier, même si le résultat est en float. Donc ce qui peut marcher, par exemple, ça serait soit de mettre les trois, genre num1, num2 et result en float, il n'y aura pas de problème, on aura bien notre nombre décimal, ou alors il suffit, je viens de vérifier avant, de forcer num1 à être en float. Pour ça, on peut le faire comme ceci. Vous mettez entre parenthèses le type qui vous intéresse, sans inverser les lettres, devant la variable, et là, du coup, num1, ça va devenir un float. Si maintenant, juste avec ce changement-là, je fais CTRL S, je lance Unity, et là, on voit que j'ai testé avant, mais vous avez oublié d'avoir vu tout ça tout de suite. Je fais Play. Et là, ça roule. C'est-à-dire que là, on a bien 3 divisé par 8, et on a bien le nombre à virgule. Donc voilà pour la division. Ça vous permet de voir, même avec juste des opérations de base, que les questions de type, c'est-à-dire ici entier ou float, ça peut, c'est important en fait quand vous codez dans C#. Et pour cet exemple-là, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc, j'enlève play, je vais ranger les choses. J'ai mon exercice, mon exemple 1 là, mon exemple 2 là, c'est OK. J'ai mes deux scripts ici. Ici, j'ai mon code qui me convient avec une petite trick ici. Et je vous laisse là. Et à bientôt pour le troisième exemple.